Alors, chaque grande révolution technologique a donné lieu à des questionnements, des inquiétudes sur l'impact de celle-ci dans nos vies. La télévision, Internet, le métaverse, les vaccins ARN messagers plus récemment, avec à chaque fois son cortège de batailles d'idées d'ordre scientifique, philosophique, éthique, sociologique. Et celle qui nous réunit aujourd'hui ne fait pas exception. Il faut dire que le questionnement est de taille. L'intelligence artificielle, qui semble rapprocher la machine de ce que nous sommes, sera-t-elle un jour dotée d'une conscience et d'une volonté capable de supplanter les nôtres? Alors, si le questionnement n'est pas nouveau, il prend une dimension particulière avec l'arrivée de ChatGPT, je rappelle, donc Generative Pre-training Transformer, avec l'accent s'il vous plaît, outil développé par la société OpenAI, hein, créé en 2016 par un certain Elon Musk, petit entrepreneur un peu ambitieux. Voilà. On peut déjà donner un chiffre, hein, sur le seul mois de janvier 2023, 100 millions d'utilisateurs. Il faut noter que pour arriver à ce chiffre, TikTok, ça leur a pris 9 mois et Instagram à peu près 2 ans, hein, pour atteindre ce chiffre-là. Alors, les questionnements suscités par ChatGPT vont bien au-delà de la réalisation d'une recette de cuisine ou de la rédaction d'un CV, hein. Concrètement, que va-t-il changer dans nos vies et finalement, en a-t-on vraiment besoin et pourquoi? Pourquoi en 2 mots, hein. Bref, ChatGPT, danger, opportunité ou comme souvent, les 2 mon général? Question incontestablement aux multiples réponses que nous allons poser à notre invité. Donc bonjour, Raphaël Richard. Merci beaucoup d'avoir, accepté notre invitation. Alors vous êtes donc expert en marketing digital depuis 25 ans maintenant. Vous avez dû commencer à la sortie de la troisième donc. Fondateur et dirigeant des sociétés Neodia et 24 PM. Alors Raphaël, que gagnerons-nous avec cette révolution technologique et peut-être aussi que risquerions-nous de perdre? Alors là, grave question. Moi, je vois souvent les opportunités et même si je suis conscient des dangers des innovations ou même des tendances pour le coup, en général, j'essaye déjà de savoir en fait quelles sont les vraies opportunités, où elles commencent et où elles s'arrêtent. Donc du coup, on va dire l'esprit dans lequel je vais réaliser cette présentation en fait va dans ce sens-là, c'est-à-dire d'essayer de comprendre vraiment ce que peut faire ce type d'intelligence artificielle parce que, comme je suis devant un public de gens de personnes qui sont bien plus calées que moi en technique, en tout cas sur certains aspects de la technique, il ne faut pas que je dise de bêtises, mais l'IA en fait suscite historiquement beaucoup de fantasmes et puis là, ce que je vais essayer de vous expliquer en fait, c'est ce que ce type de technique, reposant en fait sur l'IA en fait permet de faire ou pas? Est-ce que c'est susceptible de changer à court, moyen terme et dans quel sens ça peut évoluer? Et puis comme j'ai, un cerveau en fait qui établit des connexions, donc c'est peut-être ça la définition de l'intelligence, parce qu'il faudra y revenir avec des choses qui a priori n'ont rien à voir, comme, la souveraineté numérique, comme, l'écologie, comme, l'éducation, l'impact sociétal. J'essaierai de comprendre, en fait, de poser en tout cas des questions qui me semblent en fait être assez importantes, justement autour de l'impact que ChatGPT et ses cousins, pour le coup, auront. Alors, Donc je je vais me permets je me oui, permets de vous interrompre juste pour donner une oui, indication à notre public. Sachez, mesdames et messieurs qui êtes, présents, que vous pouvez, poser des questions, à Raphaël ou par le chat ou, tout simplement en levant la main et on vous donne la parole. Mais vous êtes tout à fait invité à mmh. interagir, à poser des questions. Je vous relaisse la parole, Raphaël. Ce que j'ai expliqué, c'est que, ChatGPT, c'est la partie, émergée d'une technologie qui s'appelle, GPT et qui se présente sous forme d'une chatbot. Donc ChatGPT, en réalité, c'est la version grand public de cette technologie. Les chatbots, vous savez, ce sont donc du coup, je suis désolé, je ne sais pas où je vous ai perdu tout à l'heure, donc je redis. Ce Oui? sont, ces petites bêtes qui apparaissent, sous forme de petites boîtes de dialogue sur les sites web ou dans les applications mobiles, à qui on est censé poser des questions, qui sont censés, les comprendre, nos questions, et qui sont censés nous apporter les bonnes réponses. Et invariablement, presque depuis, 20 ans,
en fait, on voit que cette promesse-là n'est pas tenue et que ça ne fonctionne pas très bien. Et ce que j'ai coutume de dire, moi, dans les formations que j'anime autour de cette thématique, c'est que si on a de la chance, on tombe sur un chatbot spécialisé sur un petit sujet sur lequel on l'a longuement entraîné, on lui a injecté de la connaissance, un peu de force, et avec un peu de chance, sur ce micro-sujet, il va nous aider. Et dans 99% des cas, même sur ce micro-sujet, il ne fonctionne pas, en fait, il n'arrive pas à donner le change et ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, depuis très longtemps, les chatbots déçoivent. Et c'est l'une des premières fois où un chatbot auquel on a vraiment accès, pas un chatbot qu'on présente comme l'a fait Google à de multiples reprises dans le cadre de démonstrations un peu hors sol et des fois un petit peu pipotées. C'est la première fois qu'on a un produit grand public en fait qui comprend nos questions et qui y répond. Alors, on reviendra peut-être dans le courant de la présentation sur la notion de compréhension. Moi, ce que et évidemment, en fait, derrière cette technologie, en réalité, on a des trucs qui fonctionnent et qui ne comprennent pas trop la question que vous leur posez, mais qui arrivent à trouver la bonne réponse. Donc, c'est un des miracles du deep learning, en fait, c'est que la machine peut fonctionner et sans pour autant, en fait, être capable elle-même de comprendre pourquoi elle fonctionne. Mais ce à quoi je pense souvent, c'est que moi, quand on me pose une question à moi en tant qu'être humain, j'ai l'impression de comprendre la plupart du temps ce que l'on me demande, et puis j'ai une réponse qui me vient spontanément à l'esprit. Souvent, c'est la bonne. Mais quelle est la mécanique par laquelle je suis passé pour arriver en fait à connecter la question qu'on m'a posée à la réponse? C'est une grave question et je serais rigoureusement incapable de comprendre en fait pourquoi j'ai trouvé la bonne réponse. Bah, ChatGPT, fondamentalement, c'est un peu ça. On ne sait pas exactement pourquoi, dans le détail, il arrive en fait à vous fournir les bonnes réponses aux questions que vous posez, mais il est assez bluffant parce que dans un grand nombre de cas, il comprend effectivement la question, il vous fournit la bonne réponse. Et puis, on va lui trouver plein de défauts, plein de faiblesses, il commet des erreurs, comme si l'intelligence humaine était exempte d'erreurs, mais voilà. Donc, et pourquoi on en parle? Donc, du coup, parce que c'est un peu bluffant. C'est la première fois qu'il y a un chatbot qui tient à peu près ses promesses. Et du point de vue, entre guillemets, aussi un peu économique ou du système Internet, c'est la première fois qu'on a un concurrent potentiel, un candidat à la place de Google. Donc, Google a décrété, ça, on a vu ça dans des articles aux États-Unis au début du mois de janvier de cette année, le code rouge, la red alert. Allez, maintenant, on se retrouve les manches. Nous, on était censés être les leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y en a qui nous ont doublés et qui ont lancé un truc qui a l'air de fonctionner, alors que normalement, ils sont moins bons que nous. Allez hop, Sundar Pichai, le PDG le CEO de Google dit, bon, allez, maintenant, on se retrousse les manches, on accélère et on va sortir des trucs qui ressemblent à ChatGPT un peu dans tous nos produits. Alors, le paradoxe, c'est que si on se réveille ou seulement depuis 2, 3, 4 mois, le ChatGPT a été lancé fin novembre, je crois, début décembre de mémoire. En réalité, nous, les marketeurs, on utilise la technologie qui est sous-jacente à ChatGPT déjà depuis 2-3 ans. Parce que derrière, il y a GPT. GPT, c'est le cœur de la technologie qui fait tourner ChatGPT et qui est utilisé par les marketeurs, par les référenceurs dans Google pour générer des milliers d'articles de contenu. Donc, on a déjà accès en fait à un autre produit avec une interface en fait qui est moins grand public, mais qui est quand même relativement accessible et qui nous permet de générer des milliers de textes. Donc, moi, lorsque je référence les sites de mes clients, puisque moi, je suis effectivement plutôt un expert du marketing digital qui est un super expert technique de l'intelligence artificielle. Bah, moi, j'utilise le playground, la cour de récréation d'OpenAI, donc la société qui a développé ChatGPT, pour générer mes textes. Et puis, je peux lui demander de me générer un texte après l'autre, ou en passant par l'API, on en reparlera un petit peu plus tard, je peux lui demander de me générer des milliers de textes en une seule fois. Voilà, donc on arrive sur GPT. Ce que j'expliquais, donc du coup,
C'est que, étant, un peu écolo, j'ai décidé de compenser mes émissions de CO2 il y a, 17 ans de cela, en plantant des arbres à la campagne. Donc j'ai racheté un terrain agricole où j'ai fait pousser, des chênes. Donc maintenant, il y a 20 000 chênes adolescents qui doivent mesurer, je ne sais pas, 5 mètres de haut, qui ont poussé. Je suis devenu officiellement négatif en CO2. Mais maintenant, je me suis pris un petit peu au jeu, puis du coup, je veux planter, d'autres arbres. Et c'est pas parce que j'ai réussi à faire pousser une forêt, que je suis expert dans l'art de faire pousser, par exemple, des arbres fruitiers. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé il y a quelque temps à, ChatGPT? Comment reprendre un cognacier? Et donc du coup, bah, il m'a donné une synthèse de ce qu'il avait pu trouver sur internet. Donc ça, ce texte-là, on ne le trouve nulle part tel quel sur internet, même la phrase qui compose là, la première étape, tailler le cognacier, c'est quelque chose en fait qu'on trouve. Vous pouvez le copier-coller ce passage-là dans Google, vous ne le retrouverez pas. C'est quelque chose entre guillemets qu'il a non pas inventé, mais qu'il a créé à partir de différents éléments qu'il a trouvés, sur internet. Et très, très souvent, même lorsqu'on et si vous cherchez cette question-là, la réponse à cette question-là sur internet, elle n'est pas évidente à trouver. Vous allez sur Google, vous essayez de trouver la réponse, on n'aura pas forcément une réponse aussi synthétique que cela. Autre question que je peux lui poser, bah, hop, voilà, c'est qu'il y a un système, moi, que j'utilise qui me permet de réaliser des tests, sur mes sites web. Puis du coup, ça me permet de savoir s'il faut ajouter un bouton à tel endroit sur une page ou par exemple, supprimer des éléments de mon menu de navigation. Ça s'appelle l'A/B testing en fait. On envoie la moitié de ses visiteurs sur une page, l'autre moitié, des visiteurs sur une autre page et puis on voit en fait, quelle est la moitié qui réagit le mieux. C'est de l'A/B testing. Il y a un outil qui est gratuit, qui s'appelle Google Optimize, qui existe. Et donc du coup, le problème, c'est que cet outil va disparaître cette année. Donc du coup, moi qui rédige beaucoup de contenu, je voudrais rédiger en fait un article parce que j'ai trouvé des alternatives, des remplaçants à Google Optimize. Donc j'ai rédigé le texte à la main pour trouver les remplaçants, mais il me manquait l'introduction. Alors j'aurais pu la rédiger, ça m'aurait pris 5-10 minutes. Bah, je peux faire plus vite et lui demander non pas de me rédiger tout l'article, mais l'introduction de l'article. Et alors que c'est quelque chose qui est relativement récent, bah, pour le coup, il a réussi à trouver, à me rédiger une introduction en fait qui fonctionne. Je voulais, aussi rédiger un article en fait sur quelqu'un que je connais, qui est un éditeur de logiciels, enfin à la tête d'un éditeur de logiciels qui s'appelle Alain Garnier et qui est un vrai pionnier de l'internet. Et donc du coup, je lui ai demandé en fait de me rédiger une petite présentation d'Alain Garnier, un pionnier de l'internet du digital. Et alors là, ça c'est intéressant parce qu'il commence un petit peu à aller de travers. Alain Garnier est un entrepreneur français considéré comme un pionnier du numérique. Il est né en 1955 à Montargis. Ah bah non, déjà là, il s'est un petit peu trompé parce que mon Alain Garnier est né en 1968. Il est surtout connu pour avoir fondé plusieurs entreprises innovantes dans le domaine des technologies, ça c'est juste. En 84, il fonde la société Conicase, il devait avoir 15 ans, donc non, ça ne va pas. Il fonde la société Infony en 90, ça ne va pas non plus. Il fonde la société Kelkoo en 96, bah, manque de peau, ça ne fonctionne pas. Et voilà. Donc du coup, bah, là, il s'est complètement trompé. À cause d'une Donc du homonymie, coup, non? Ou oui, Alain Garnier, c'est une combinaison entre le prénom et le nom de famille qui est relativement commune en France. d'accord. Donc pour le coup, il peut se tromper. Autre exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jean-Michel Trogneux? Ça, c'est une rumeur en fait qui court, qui est que la femme d'Emmanuel Macron ne serait pas une femme mais un homme et qu'elle s'appellerait Jean-Michel et elle se serait appropriée comment dire, je crois, l'identité d'un frère, qui serait mort. Bah, je pose la question comment dire, à ChatGPT, Jean-Michel Trogneux est-il le mari d'Emmanuel Macron? Oui, Jean-Michel Trogneux est bien le mari, d'Emmanuel Macron.
Donc, alors que je ne vais pas arrêter de vous dire du bien de ChatGPT et de à quel point on peut compter sur lui pour nous aider dans tout un tas de trucs. Oui, effectivement, quand même, ChatGPT a de fortes limites et ça renvoie au fait qu'effectivement, il est capable, dans 90% des cas, puis là j'ai volontairement euh, montré des cas dans lesquels il échouait, dans 90% 99% des cas, il nous aide franchement, et dans 1% des cas, il peut complètement aller de côté. Et pas, vous avez vu, sur de petits sujets. Donc, on parle d'hallucination lorsque ces bêtes-là, ces logiciels-là, en fait, disent de grosses bêtises. En fait, on dit qu'ils hallucinent. Accessoirement, on n'est pas, ce sont pas forcément, alors que ça, on voit souvent ça dans la presse. Vous avez peut-être vu aussi que lorsqu'on demandait à ChatGPT qui pondait les plus gros œufs, en fait, de la vache ou de la poule, il répondait que c'était plutôt la vache. Bon, ben voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut le coincer. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a des choses qui sont un peu plus importantes, c'est qu'il véhicule des idéologies, Pour qu'on arrive à faire en sorte qu'il réponde le plus souvent possible juste à des questions, on a dû lui dire, là tu réponds juste, là tu réponds pas juste, là tu réponds juste, là tu réponds pas juste. Et puis, des fois, il y a des questions qu'on peut lui poser dont les réponses ne sont pas simples. Donc, par exemple, tout ce qui est lié à la mondialisation, au libéralisme, là, on voit que ChatGPT a plutôt une approche un peu américaine, voire américaine libérale. Et puis enfin, vous avez bien vu aussi, toujours en parlant des limites, que les profs allaient devoir se méfier, puisque maintenant, il y avait de plus en plus d'enfants. Et autant les adultes, des fois, ont un peu de réticence pour aller vers ces nouveaux outils, il y a beaucoup d'adolescents, d'étudiants qui n'ont pas du tout ces réticences-là et qui ont bien compris qu'il était capable de leur faire gagner du temps, ChatGPT, en rédigeant des devoirs à leur place. Et puis du coup, comme ça devenait quelque chose de suffisamment massif, il y a des dizaines de sociétés qui ont lancé des logiciels pour détecter les textes rédigés par ChatGPT ou par les systèmes pour le coup équivalents et qui ne fonctionnent pas trop mal, mais pas encore pour le coup très très bien. Donc, ChatGPT, c'est génial. Ça répond c'est la première fois on a un chatbot qui dans 99% des cas, nous répond des choses sensées, en tout cas, pas moins insensées que celles que répondrait un interlocuteur humain. Et puis, dans 1% des cas, et puis le 1%, ça n'est pas issu d'une étude statistique, mais c'est grosso modo ce que je constate lorsque j'utilise ChatGPT. Il se trompe. Donc, du coup, voilà, c'est un petit peu comme si on reprochait. Et donc, du coup, c'est ce qu'utilisent les détracteurs de ChatGPT pour dire mais non, ça sert à rien, c'est nul, etc. Et ça, c'est comme si on reprochait à une voiture de tomber en panne. Le fait qu'une voiture spécifique tombe en panne ou qu'un modèle spécifique tombe en panne, peut-être un peu plus souvent que les autres, c'est pas ce qui va remettre en cause, pour le coup, l'utilité de la voiture en général. Alors, Ceci étant, je me permets de vous interrompre juste 2 secondes, Raphaël. Je rappelle à celles qui sont arrivées après que je l'ai dit la dernière fois, vous pouvez, oui, tout à fait poser votre question ou en direct en levant la main ou dans le chat, hein. Si vous avez une question à poser à notre invité, n'hésitez pas. Voilà, je referme la parenthèse, Raphaël. super. Donc, ChatGPT, un outil qui est génial, qui se trompe de temps en temps, mais qui peut répondre en fait à plein de questions qu'on se posait et qu'on aurait posées fut un temps entre guillemets à Google. Alors, je pose toujours la majorité de mes questions à Google, hein, et qui a ses détracteurs et ses limites, mais comme la plupart des technologies. Et ceci étant, en fait, ChatGPT, donc ce que j'ai présenté tout à l'heure comme étant l'interface grand public de cette technologie GPT, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et ce que j'appelle, moi, les 3 autres GPT, ou les 3 GPT. Donc GPT, c'est un modèle de langage. En fait, il y a un acronyme que vous allez voir de temps en temps dans les articles qui est LLM, pour Large Language Model, donc des langages de modélisation du langage assez volumineux, assez importants. Donc ça désigne en fait cette nouvelle vague technologie qui a été apprendre pas mal de choses sur Internet et qui est capable pour le coup de répondre à des questions, ou en tout cas
de générer des textes sur base de ces données qui ont été piochées sur Internet. Alors, pas complètement au hasard sur Internet, pas comme Google, il y a un système de filtrage pour s'appuyer plutôt sur les données entre guillemets un peu fiables, mais les données viennent essentiellement d'Internet, viennent d'Internet aussi et de bases de données privées qui ont été achetées. Donc, en fait, on ne le sait pas, mais OpenAI et ChatGPT qui font peur à Google, maintenant, ont été clients de Google et de bases de données privées, pas ouvertes, que Google possède. Donc, ChatGPT s'est entraîné notamment sur des données qui ne sont pas accessibles sur le web classique. Et donc, du coup, ChatGPT, c'est enfin GPT, pardon, la technologie, je vous expliquais qu'il y a derrière, avant que ChatGPT n'apparaisse vers fin novembre de l'année 2022, était déjà en fait en accès, pas libre, mais aux clients d'OpenAI, donc la société éditrice, notamment sous la forme de cette interface-là. Donc là, vous voyez, à la place de la petite boîte dans laquelle on rentre ces questions sur ChatGPT que vous avez dû tester, nous, on avait déjà depuis, je crois, 2 ans, quelque chose comme ça, accès à cette interface-là. Donc, vous voyez, c'est un plus gros formulaire avec une zone texte et dans laquelle on pouvait rentrer des instructions pour des prompts pour que l'outil nous renvoie des textes qui correspondent à nos besoins. Donc, vous savez, le prompt, c'est la question que l'on pose à ChatGPT, ou même si ce n'est pas juste une question, la liste de toutes les instructions qu'on rentre au format texte, en langage naturel, pour cadrer le plus possible la réponse que va nous fournir l'outil. Et on dit que maintenant, la rédaction d'un prompt, c'est en train de devenir une compétence. Parce que si vous avez posé des questions à ChatGPT, qui est vraiment la version simplissime, vous avez vu que de temps en temps, il ne vous fournissait pas exactement la réponse qui vous convenait, pas assez longue, pas assez détaillée, des thématiques qui avaient été oubliées par ChatGPT. Et nous, lorsqu'on utilise GPT pour rédiger des textes pour des sites internet, pour les réseaux sociaux, ou même si on s'y prend d'une certaine façon, on peut même utiliser GPT pour rédiger des e-books, des livres blancs, des guides ou même des livres en fait entiers, alors pas en un seul prompt, en une seule question, mais en s'organisant d'une certaine façon. Si on veut avoir exactement le contenu dont on a besoin, que l'on imagine, comme celui qu'on pourrait demander à un rédacteur, et pas juste une réponse qui correspond à peu près à la question qu'on a posée. Il faut être très spécifique. Pardon de vous interrompre, Raphaël, j'ai une question de Oui. Jean-Jacques, je crois, qui nous dit: «Je n'ai pas compris ce qu'est un prompt». Alors, le prompt, c'est un peu comme les mots-clés que vous rentrez dans Google. Vous savez, il y a 30 ans, quand on a découvert les moteurs de recherche, on a dû apprendre intellectuellement à faire le pont entre la question, le besoin que l'on avait et Google, et le pont entre les deux, c'était les mots-clés. En fait, on a appris à traduire nos questions en mots-clés. Et donc, du coup, on a appris à taper des mots-clés qui allaient nous permettre d'afficher une page avec les 10 résultats qui convenaient à peu près à ce que l'on cherchait. Ben maintenant, on a un peu l'équivalent sur GPT et ChatGPT, sauf que là, en fait, on ne tape plus des mots-clés, on pose des questions à ChatGPT. Et ChatGPT, qui est Comme un un peu comme… interlocuteur finalement, comme si on avait quelqu'un en face de soi. Exactement, et c'est comme dans la communication, suivant l'interlocuteur, l'important c'est que entre la façon dont vous formulez les choses et la façon dont votre interlocuteur les perçoit, et des fois il y a un écart, on le sait bien, bah, du coup ça colle à peu près. Comme ChatGPT, vous ne pouvez pas lui demander de s'adapter à votre façon de parler, c'est à vous d'apprendre à lui parler. Donc, c'est à vous d'apprendre à formuler de façon, entre guillemets, claire, du point de vue de ChatGPT, la question. Donc, concrètement, là, vous voyez, je ne sais pas si je lui demande, voilà, par exemple, que fait… Attention à la réponse, hein. Que fait Dassault Aviation? Bon, ça, c'est simple. Bon, Voilà, donc là, il va je pense,
me fournir une réponse plus ou moins consensuelle, pas forcément actualisée. Je meuble hein, pendant qu'il répond, puisque la base sur laquelle la version actuelle de GPT a été entraînée, donc celle à laquelle on a le droit d'accéder tous, cette base-là, en fait, s'arrête, cette base de connaissances s'arrête, je crois, en septembre 2021. 2021, Donc, du coup, fin 2021. si vous avez opéré en fait un revirement stratégique depuis, lui, il ne le saura pas. Donc voilà, donc il nous a posé, voilà, bon, bah, ça va. Maintenant, est-ce que, lisez ça, peut-être Isabelle, et dites-moi si vous trouvez en fait que c'est complet, objectif, ou que ça, est-ce que ça correspond à la façon dont vous auriez présenté les choses? Bah, je vais laisser peut-être le public répondre. Ah bah alors, Mesdames, messieurs qui êtes là, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, Il y a une réponse qui nous dit oui, c'est excellent. Bon, super, et bah très bien. D'autres? enfin, moi je vois pas, effectivement, il n'y a rien qui me fait bondir hein, non plus. Hein. D'accord, avis, et il n'a rien oublié? Moi, je n'en ai aucune idée, hein. pour moi, ils sont allés pomper dans Wikipédia. Alors, Wikipédia, ce serait 0,6% en fait du volume de données sur lesquelles il serait entraîné. Donc effectivement, c'est un poids assez important, mais ça n'est pas du copier-coller de Wikipédia. Il a digéré les informations de Wikipédia, d'autres bases, des médias notamment, et puis il a fait sa sauce pour le coup il a formulé sa réponse à sa sauce. Donc je lui ai demandé de me présenter la société française Dassault Aviation de façon détaillée et d'insister sur ses projets d'avenir. Donc, on va voir si ça s'améliore. Et là, on rentre dans l'art du prompt, puisque moi, j'ai besoin d'un texte précis et des fois, ChatGPT fait un peu de résistance. Entre-temps, alors, je vois que Isabelle a levé la main. Isabelle, Oui. est-ce que tu veux poser ta question? Tu peux activer ton micro et poser ta question, Isabelle, si tu le souhaites. Et là, on voit que il fait un petit effort. Je lui ai demandé de présenter de façon détaillée la société. Et en plus, je voulais qu'il y ait un angle un peu sur les projets, enfin que l'avenir soit favorisé. Donc, il essaie de faire ça. Donc voilà, donc j'ai adapté mon prompt, ma question, pour que sa production de texte corresponde davantage à ce que j'avais en tête. Donc voilà, c'est un prompt. Alors donc, comme je vous le disais, ChatGPT, c'est la version simple de GPT, et GPT qui est utilisé déjà depuis 2-3 ans par des professionnels pour générer des textes. Alors, la plupart du temps, ce sont des textes pour alimenter des sites web. Vous savez qu'en référencement naturel, plus on a de contenu, plus on a de pages sur son site, rédigé d'une certaine façon pour faire plaisir à l'algorithme de classement de Google, mieux c'est. Et donc, du coup, nous, on a besoin de formats très spécifiques. Donc, juste la réponse à une question, ça ne nous suffit pas. Et là, vous voyez, par exemple, donc du coup, il faut mettre au point des prompts pour avoir exactement le format que l'on souhaite utile pour le référencement naturel. Où là, par exemple, vous voyez, sur cet exemple-là, je vous ai indiqué un prompt type que j'ai mis au point pour aider les gens que je forme à l'utilisation de GPT pour qu'ils puissent faire rédiger un livre blanc, donc pas juste 3-4 paragraphes, mais plutôt 15 pages, sur une thématique donnée. Donc là, voilà mon prompt type pour rédiger un livre blanc sur un thème donné. Donc là, en l'occurrence, ce sont les Customer Data Platform. Donc c'est une thématique très, très spécifique. En gros, ce sont des espèces de super bases de données clients où on va agréger les données qu'une grande entreprise récupère de ses magasins, de son site web, de son call center, etc. Et je veux un truc pointu. Et je suis parvenu réellement, sur base de ce prompt-là, à accoucher d'un vrai livre blanc, honnête, d'un niveau correct sur cette thématique-là. Mais comme lui, si je lui demande de me rédiger un livre blanc, il va me donner de bonnes idées de thématiques, alors que moi j'ai en tête ce que c'est qu'un bon livre blanc, je suis obligé de lui dire, partie 1, en 300 mots, quelles sont les définitions d'une Customer Data Platform. Partie 2, en 300 mots,
quel type d'entreprise utilise une Customer Data Platform, parce que je veux qu'il traite tout ce qu'on doit traiter dans un bon livre blanc. Alors que maintenant que tout le monde se met à rédiger des livres blancs, GPT qui s'inspire de tous les livres blancs qu'il a pu trouver, il peut partir un petit peu de travers. Et si je veux qu'il me donne exactement ce que je veux, ce dont j'ai besoin de passer par ça. Et là, en réalité… Pour qu'il soit le plus performant possible, il faut que vous lui donniez l'architecture, c'est-à-dire le Exactement. sommaire, le squelette de votre texte. C'est comme si vous êtes à la communication de Dassault Aviation. Vous avez besoin, par exemple, d'un format de texte, de texte spécifique pour illustrer le rapport annuel. Vous êtes, admettons, le directeur, la directrice de la communication, et vous n'avez pas le temps de rédiger ça. Donc, vous allez briefer un rédacteur, peut-être en interne, peut-être en externe, et vous allez dire, moi, je veux ça. Je veux que tu me pondes une partie sur notre engagement en matière d'envie. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas si c'est un sujet. Il y a 10 façons de le traiter, ce sujet-là. Mais du coup, à ce rédacteur, vous allez lui dire, écoute, tu vas insister là-dessus, ça doit être structuré de telle façon, ça doit faire 550 mots, et tu n'utilises pas tel mot, et tu évites tel sujet. Bon, ben voilà, le prompt que vous envoyez à ChatGPT, ça peut ressembler un petit peu à ça. Alors, on a Nico qui a levé la main, qui a une question à poser. Oui. Nico, on vous écoute. Oui, bonjour. J'ai rentré exactement les mêmes prompts que vous sur ChatGPT, à savoir la question sur Jean-Michel Trogneux et ce que fait Dassault Aviation. Finalement, ça a l'air d'être une question très brûlante. Oui. Et j'ai pas obtenu les mêmes réponses que vous. Moi, il m'a bien dit que Jean-Michel Trogneux n'est pas le mari d'Emmanuel Macron, et sur Dassault Aviation, il m'a fait une réponse correcte, mais pas exactement la même que la vôtre. Alors, pour Trogneux, il est possible qu'il ait été corrigé pour le coup depuis. Moi je l'ai fait sans filer. Hein. Je n'ai pas forcé ChatGPT parce que si on le questionne d'une certaine façon, des fois on peut le forcer à dire des bêtises. Donc ça, c'était une réponse spontanée qu'il m'a renvoyée. Je pense qu'il est possible, mais pas sûr, parce que c'est un peu comme Google. Hein. Google, moi, en tant que référenceur, j'ai appris à le décoder. ChatGPT, on essaye de savoir la façon dont il fonctionne et on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Je vous donnerai des grands repères, mais on ne sait pas le détail. Je pense que probablement, ça fait partie, puisqu'il s'amende en permanence, ou il y a des humains qui amendent ChatGPT en permanence, qu'il est possible que ça, comme c'est un sujet un peu chaud, il ait été corrigé. Pour, en revanche, la question sur Dassault Aviation, c'est normal. Moi, je lui repose en fait la même question demain matin ou à partir d'un autre ordinateur. Il est susceptible de me renvoyer des résultats sensiblement différents. Mais en cela, ça ressemble un peu à ce qui se passe sur Google. Vous savez, des fois, on réalise une recherche à partir de son ordinateur. Il y a notre voisin qui est juste à côté qui réalise la même recherche. Il n'a pas exactement les mêmes résultats. Donc, ça se rapprocherait un peu de cela. Et je ne peux pas vous dire exactement dans le détail pourquoi. Là, il n'y a pas de problème de correction comme ça a dû être le cas sur Trogneux, mais voilà, ça arrive. Alors, ça arrivera d'autant plus facilement que là, vous voyez, par exemple, lorsque je lui ai posé la question sur Dassault Aviation, il y avait déjà un petit historique. Alors, ça a l'air de rien, mais l'historique compte entre guillemets, dans l'interprétation de la question que vous posez. Là, comme j'ai déjà posé une question qui m'a déjà répondu, j'ai allé observer, il en a peut-être déduit des choses, puisque je continue à lui poser des questions, et votre historique modifie les paramètres qui vont être renvoyés à ChatGPT. Donc, si moi, je repose la question, je pense, ici, dans un nouveau chat, vierge, entre guillemets, il va me répondre probablement un peu la même chose, mais peut-être pas tout à fait la même chose. Et je ne sais pas, par exemple, si j'ai déjà un profil ChatGPT dont ChatGPT tient compte tenu de l'historique de tout ce que j'ai posé comme question, et je lui en ai posé des questions qui feraient qu'il déciderait d'orienter ses questions dans un sens ou dans un autre. Alors, j'ai
une intervention Oui, alors je ne sais pas quel est le prénom, pardon, une intervention qui nous dit: «Dans certains cas, ChatGPT ne sait pas utiliser les dernières formules à utiliser. Par exemple, il peut suggérer d'utiliser la formule de Harris Benedict, la plus ancienne, pour calculer le métabolisme de base, ce qui peut être problématique pour modifier son comportement alimentaire, par exemple, car le calcul sera grossier, voire faux». oui. Alors Alors je ne vais pas défendre ChatGPT, hein, je veux juste, et tenter d'expliquer. Heu, du coup, hop, voilà, on va avancer juste de quelques slides. Heu Et donc j'essaye de résumer, avec mes faibles moyens, on va dire, mes faibles connaissances scientifiques, en fait, la fonction de il y a des gens qui feraient ça de façon beaucoup plus, technique, la façon dont fonctionne GPT. Donc sur la gauche, comment est-ce qu'il acquiert ses connaissances? Bah, un peu comme Google d'une certaine façon, il va crawler le web, donc il va aspirer énormément de contenu, sur internet, au premier rang desquels Wikipédia, comme le faisait remarquer une des personnes. À la différence de Google, il y a une partie que moi j'ai qualifiée que j'ai nommée qualification. Donc en gros, où il va essayer d'identifier les contenus qui sont fiables de ceux qui ne sont pas fiables, essentiellement en fonction des sources. Et il n'y a pas que du web crawling, comme j'y faisais référence tout à l'heure. Il aspire aussi des connaissances de base privées qui ne sont pas crawlées par Google, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Ensuite, on a des filtres qui s'appliquent. Donc, par exemple, il y a des sujets sensibles qui vont être évacués. Par exemple, je ne sais pas, je pense la santé, la défense, le terrorisme, je pense des questions relatives des sujets relatifs aux enfants ou à la finance aussi. Il va évacuer ça, il va éviter d'aller sur ces terrains entre guillemets potentiellement glissants. Et surtout, par rapport à ce dont vous parliez, il va écrêter les extrêmes. Lui, ce qu'il veut, c'est acquérir le consensus mou. Même en gros, si, sur un sujet donné, la majorité, qui s'exprime sur internet dans les «sources fiables» entre guillemets, qu'il a décidé de sélectionner, est dans l'erreur, bah, pour le coup, il va être dans l'erreur aussi. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être à peu près d'accord avec la majorité, raisonnable. Donc tous ceux qui sont à des extrêmes sur un sujet donné, enfin tous les contenus extrêmes du point de vue statistique, hein, pas forcément du point de vue du fond, il va les virer. Et du coup, si quelque chose de juste, est sous-représenté sur internet, peut-être parce que c'est un peu nouveau aussi, alors nouveau au sens, du volume d'informations qu'on peut trouver sur internet, bah, du coup, il va avoir tendance à évacuer, cela. Jusqu'à ce qu'il y ait un humain, un espèce de correcteur, de redresseur de GPT qui lui dise: «Bah non, là, il faut arrêter de dire des bêtises». Voilà. Et ensuite, bah, donc du coup, une fois ces filtres entre guillemets là activés, bah, il essaie de se reconstituer une base de connaissances avec des concepts, des entités, des mots. Et vous, du coup, alors là, on est sur l'autre côté du schéma. Lorsque vous rentrez un prompt, lorsque vous posez votre question, il va transformer ce prompt en paramètres. Donc les paramètres, ils vont être déterminés essentiellement par les mots que vous avez injectés dans la question, mais aussi, comme je vous le disais, par les questions précédentes que vous avez posées, et par des choses qui ont été rajoutées au-dessus. Tout à l'heure, je vous ai montré l'interface entre guillemets des professionnels, pardon, qui accèdent à ChatGPT. Et là, on voyait que sur la droite, je pouvais choisir un modèle. Là, en l'occurrence, celui que j'ai choisi, c'est texte-davinci 003. Je pouvais régler des indices qui sont en temperature, maximal length, top, etc. Et ça, vous ne le voyez pas dans ChatGPT, mais ça passe aussi, sauf que ce n'est pas vous qui décidez de ces indices. Et ces indices, ces paramètres-là, ils déterminent, par exemple, la capacité de ChatGPT à se répéter. Des fois, sur des questions, on est un peu déçu parce qu'il nous livre des textes et dans le dernier paragraphe, il répète ce qu'il a déjà raconté dans les 3 premiers. Bah, ça, on peut le régler dans l'interface professionnelle et on peut lui dire évite de faire des répétitions. Maximal length, c'est une indication de la quantité d'unités de calcul qu'il a le droit de mobiliser pour me répondre. Donc plus je l'autorise
à utiliser un grand nombre d'unités de calcul qui s'appellent des tokens, des jetons. Du coup, plus il va mouliner et plus la meilleure probablement sera la qualité de sa réponse. Dans ChatGPT, vous ne voyez pas ça parce que ça ne se règle pas. Mais ça passe aussi. Donc, du coup, lorsque vous tapez un prompt, du coup, votre prompt est transformé en paramètres via un système d'interprétation du langage du NLP. Il va être capable de vous générer du texte sur base des connaissances qu'il a acquises. Et vous avez le droit d'appuyer sur le petit bouton, je crois, qui se situe sur la droite et de lui dire « Je ne suis pas très content de ta réponse, regénère-moi une autre réponse ». Alors là, en l'occurrence, sur ChatGPT, c'est en bas. Donc là, vous voyez, on admet que je ne sois pas content de ce qu'il m'a répondu. Je lui demande de me régénérer quelque chose. Et du coup, il va me proposer une variation plus courte, plus longue, avec peut-être un style un petit peu différent. Et d'ailleurs, à propos des styles, dans mon prompt, dans la question que je lui pose, je pourrais lui indiquer le style du texte qu'il doit m'envoyer. Par exemple, je pourrais lui dire « Rédige-moi une présentation institutionnelle de Dassault Aviation » ou « Rédige-moi une présentation commerciale de Dassault Aviation » ou « Rédige-moi une présentation de Dassault Aviation à destination des journalistes ». Et puis du coup, vous verriez qu'il modifie un peu la couleur du texte. Pas toujours conformément à ce que vous auriez espéré, mais il en tient compte en tout cas, ça fait partie des paramètres. Donc du coup, voilà voilà le contexte dans lequel vous pouvez être sur une même question, amené à avoir des réponses différentes de GPT. Alors, Oui, oui, pardon, vous vouliez peut-être terminer sur cette. non, c'est bon. Il y a une question qui est arrivée souvent, Oui, au sein des médias. On a entendu dire que, par exemple, Sciences Po allait, formellement interdire à ses élèves oui, d'utiliser, l'outil. Mettez-vous dans la peau d'un enseignant. oui. Comment est-ce que vous réagiriez face à l'arrivée de cet outil? Est-ce que c'est vraiment, un danger ou est-ce que de toute façon, le jour de l'examen venant, tout le monde est au pied du mur, ChatGPT ou pas? Oui. Alors, justement, moi, j'en ai discuté avec des enseignants, d'autant plus que j'ai tourné une petite vidéo justement pour expliquer aux enseignants comment se protéger de ChatGPT. Comme là, je vois l'heure que l'heure tourne et qu'il y a plein de questions qui se posent, je vous invite potentiellement pour avoir notamment la liste des outils qui permettent de détecter le plagiat, enfin les textes générés par GPT. Je vous invite à vous rendre sur 24pm, pardon, 24pm.com, 24pm.com/GPT. Et ici, alors un petit instant, vous trouverez en fait une liste des outils qui permettent de détecter les textes produits par ChatGPT. Avec Tous les parents d'élèves, là, à vos stylos, là. Voilà, c'est ça. Donc, vous trouverez sur cette page-là, alors soit dans les liens qu'il y a tout en haut, soit dans les articles qu'il y a ici, une liste des des outils qui permettent de détecter ça. Hop. Bon, bah je ne l'ai pas là, mais vous allez sur la deuxième page, vous le trouverez probablement. Donc ça peut être une réponse. J'ai des profs qui m'ont dit, moi maintenant, les devoirs, c'est sur table. Donc du coup, pas à la maison. Ça peut être une autre réponse. Moi, j'ai l'intuition que d'ici peut-être 1 an, on aura des logiciels à qui on pourra apprendre ce qu'est le style d'un élève et que si jamais il nous renvoie en fait un devoir avec un style alors interprété par l'intelligence artificielle qui est sensiblement différent de ce qu'il nous a produit dans le passé, il y aura une petite alerte qui pourrait être envoyée à l'enseignant. Moi, je pense que c'est un peu les 3 réponses qu'on peut fournir. Faire produire plus de choses sur table, ça c'est le choix de certains enseignants. Utiliser les outils de détection qui essayent de deviner si le texte était produit par l'IA ou pas. Et ah oui, d'ailleurs, à ce propos, c'est un peu comme les humains. GPT a des tics de langage. Donc, par exemple, il est susceptible d'abuser
d'expression comme cependant, il est important de préciser, il est important de souligner. Et ça, ce ne sont pas des expressions qu'on retrouve dans les copies de tous les élèves. Et ça, c'est un des éléments qui permet à ces logiciels de détection des textes générés par les outils comme GPT de se prononcer sur le fait que probablement le texte a été généré par un humain ou par un outil comme ça. Ces outils-là ne sont pas absolument fiables. Et puis après, je vous dis, moi, je pense que la prochaine génération d'outils apprendra ce que c'est que le style d'un élève en particulier, et essaiera de mesurer les écarts entre ce qu'il nous rend à un moment donné et ce qu'il a produit dans le passé. Alors, Euh, y a-t-il aussi des oui, implications, des utilisations possibles, imaginables dans le domaine médical? alors, oui, mais ça, c'est un sujet, sauf si je me trompe, qui est considéré comme sensible. Ça doit faire partie des CGU de GPT. Et il me semble que sur ces sujets-là, il y a de fortes chances qu'ils disent non. Je pense que les LLM, les Large Language Models, sur lesquels se fonde la technologie, repose la technologie de ChatGPT, enfin, plutôt qu'on peut utiliser cette technologie, les LLM, les Large Model Language, justement pour aider les médecins, on peut imaginer, ou les soignants, je ne sais pas, à diagnostiquer, je ne sais pas, hein, l'état d'un patient sur, je ne sais pas, quand ils sont confrontés peut-être à une maladie rare ou lorsque leurs connaissances ne leur permettent pas d'aller plus loin. Mais en revanche, sauf si je me trompe, ça, ChatGPT n'ira jamais là-dessus, pas plus que les concurrents Bard chez Google ou les outils grand public, parce que c'est trop sensible. Et là, du coup, j'ai peu de recul parce que pour le coup, c'est quelque chose que je n'expérimente pas au quotidien, puisque ChatGPT va souvent botter en touche sur ces sujets-là. Alors j'ai une réflexion, Oui. est-ce que finalement ChatGPT n'est pas le summum du sophisme dans le domaine numérique? À savoir, créer des contenus reposant sur des vérités admises, mais lorsqu'il est pris dans sa globalité, est faux. Est-ce que vous Oui, je vois. Alors, la réflexion que j'ai spontanément, puis ça ne répond pas complètement à la question, c'est pas plus qu'un être humain. Souvent, ce qu'on propose à l'intelligence artificielle, se donne pas être assez proche de l'être humain. Bah là, ChatGPT fait des erreurs comme un humain pourrait le faire. Et l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Alors, moi qui suis quelqu'un d'un peu créa et qui a un esprit très critique sur les informations que je reçois, je me pose la question depuis que j'ai été en âge à peu près de comprendre les choses et les gens. Et je trouve que depuis, je sais pas, l'âge de 15 ans, et je trouve que les gens répètent un peu trop ce qu'on leur raconte et ne remettent pas suffisamment en cause le savoir-faire qu'on leur transmet, y compris en France où on est censé développer notre esprit critique. Bah, de ce point de vue-là, ChatGPT n'est pas pire. Moi, comme je vous le disais, ce qui me fait plus peur, c'est qu'il véhicule en sous-jacent une idéologie qui est plutôt libérale américaine et qui correspond à une vision du monde américaine. Donc moi, c'est plus ça qui me fait suer. Et après, j'aurais tendance à dire, les créateurs de GPT, de ChatGPT ou de GPT, ne lui demandent pas d'aller plus loin que ça pour le moment. Je pense que s'il lui demande d'aller plus loin, et ça faisait partie des choses que j'avais prévu de présenter à la fin, mais du coup, là, comme je vois qu'il y a l'heure qui tourne, je pense que je supprimerai certains des slides que j'avais prévus. L'étape d'après, c'est plutôt d'absorber vos données personnelles pour pouvoir, non pas répondre de façon générique à une question, mais pouvoir répondre de façon très personnalisée à une question que vous vous posez, je ne sais pas, sur vos prochaines vacances, sur ce qui vous conviendrait le mieux, je ne sais pas, sur les formations que vous avez intérêt, vous, à suivre, voire sur des trucs encore plus personnels. Et je pense que c'est plus là que ChatGPT ou les concurrents iront que sur des, entre guillemets, ce qu'ils considèrent comme des débats philosophiques marginaux, de leur point de vue, hein, pas forcément du mien.
Et Alors, on vous laisse continuer sur oui, oui, sur votre plan, Raphaël, alors. oui. Donc, ce que je disais, donc ça pour moi, c'est plus fondamental, mais c'est intéressant que vous m'ayez posé toutes ces questions-là, parce que pour moi, c'était évident et c'était beaucoup moins évident visiblement dans la réalité. Pour moi, qui m'intéresse à l'IA, à l'intelligence artificielle depuis 25 ans et qui ronge mon frein parce qu'elle n'arrive toujours pas, l'IA sur laquelle j'ai fantasmé, je suis content parce que c'est la première fois où, entre guillemets, je vois de l'intelligence artificielle. On évoquait le fait que, avec une des personnes qui était arrivée un petit peu en avance, qui avait des choses en matière d'intelligence artificielle qui existaient déjà depuis très longtemps. Donc, par exemple, la personne faisait référence au fait qu'il y avait des systèmes ou des théories sur la reconnaissance d'images qui existaient depuis 25 ans, 30 ans. Sauf que des produits grand public qu'on pouvait utiliser, nous, pour reconnaître ce qu'il y avait dans les images, ce qu'il y a dans les images, on ne les avait pas. Et c'est petit à petit que, alors sur de la reconnaissance d'images, sur de l'interprétation de texte, etc., que les promesses que fait l'intelligence artificielle depuis très longtemps arrivent. Et juste pour remettre les choses en perspective sans faire mon historien, l'intelligence artificielle en tant que, entre guillemets, discipline a été formalisée, identifiée, sauf si je me trompe, durant l'été 56, durant les universités de Dartmouth, je crois, et ce sont quelques dizaines de spécialistes de ce truc qui émergeait, qui ne s'appelait pas encore l'intelligence artificielle, qui ont posé les bases. Et à l'époque, donc du coup, ça a été la première mode. Et à l'époque, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on pensait que l'intelligence artificielle allait dépasser l'intelligence humaine, allait savoir au moins tout ce que pouvait produire l'intelligence humaine, à peu près d'ici 10-12 ans, vers la fin des années 60. Vers la fin des années 60, Isabelle, vous parliez de HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc effectivement, ouais, dans les films, ça existait, mais dans la réalité, ça ne fonctionnait pas du tout. Et régulièrement, l'intelligence artificielle est redevenue à la mode, souvent à la faveur d'une petite percée technologique qui laissait espérer de grands changements, une grande révolution. Et à chaque fois, on nous a refait les mêmes promesses. Dans les années 80, la fin des années 90, et à chaque fois, le soufflet est retombé parce que quelques années plus tard, on a vu que l'IA ne progressait pas à la vitesse à laquelle on l'espérait encore une fois. Et le recul que je prends sur l'intelligence artificielle, c'est que l'innovation, le rythme de l'innovation, contrairement à ce qu'on nous resserre régulièrement, ne s'accélère pas, mais qu'en revanche, de temps en temps, il y a des petites percées. Donc là, je vous ai donné, j'ai essayé de dater de façon plus ou moins approximative de 3 percées que j'ai en tête. Donc, dans les années 90, la Poste, par exemple, met en place des systèmes de reconnaissance dans la vraie vie de caractères qui lui permettent de trier vite, à partir du code postal notamment, de l'adresse, les enveloppes dans les centres de tri. En 2014, c'est la mode du big data et c'est l'arrivée du machine learning, une sous-discipline de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser, de faire parler les chiffres de façon un peu plus intelligente qu'auparavant. En 2015, là, il y a des outils grand public qui permettent de reconnaître le contenu des images de façon un peu spécifique. En 2016, il y a une grosse percée. Vous savez, avant, quand on demandait à Google ou Translate ou aux concurrents de traduire des textes, c'était un peu du chinois. À partir de 2016, ça commence à être un peu bluffant aussi parce qu'il y a eu, en fait, en l'espace d'1 an et demi, il y a des travaux de recherche qui ont permis de complètement révolutionner les techniques de traduction automatique. 2017-2018, je ne sais pas exactement, la reconnaissance d'image passe à la reconnaissance de visage. Et depuis 2021, on a un truc qui est capable de générer des textes intelligents. Des logiciels qui savent générer des textes de façon automatique, on en a depuis très longtemps, mais qui ne ressemblent pas vraiment à de la production humaine. Et depuis 2021, depuis GPT-3, pour le coup, on peut demander à de l'IA de rédiger des textes et on a du mal à attribuer pour le coup à l'IA plutôt qu'à un humain. Et du coup, maintenant, on en est arrivé sur le GPT auquel on a accès.
on a la version 3.5 de GPT, puis vous avez dû lire dans la presse que depuis 2-3 semaines, il y a GPT-4 qui commence à être diffusé, et même avec GPT 3.5, on voit qu'il y a eu un saut quantitatif et pas que sur de la génération de texte. Moi, il y a pas mal de choses que j'attendais de l'IA que GPT est en partie capable de faire. Donc, il est capable d'analyser des documents. Donc, il est capable de me sortir des idées de documents ou des tendances. Il est capable de rédiger des synthèses, peut-être pas sur des documents de 200 pages, mais sur des textes de peut-être 5-6 pages à 4 en Times New Roman 12 dans Word. GPT et ChatGPT, vous ne le voyez peut-être pas, mais il est utilisé par les développeurs pour coder. Donc, en gros, je lui dis, bah, écoute, je peux lui demander, écoute, est-ce que tu pourrais me donner les instructions en SQL pour créer une base de données, par exemple, pour un site d'e-commerce? Et il est capable de me donner la suite d'instructions en SQL pour créer la base de données. Oui, Isabelle, vous vouliez m'interrompre? Non, je vois passer une réflexion qui me dit apparemment il est aussi capable de générer de la vidéo. Alors, à ma connaissance, non. En revanche, OpenAI travaille sur de la génération de vidéos, mais peut-être que je me trompe, hein, que je suis passé peut-être à côté d'une information. En revanche, GPT-4 est multimodal. C'est-à-dire que jusqu'ici, pour obtenir un texte de GPT, il fallait lui rentrer du texte. Et maintenant, il est capable de générer du texte à partir d'une image ou à partir d'une vidéo. Et ça, c'est GPT-4. Donc, sauf si vous avez accès à ChatGPT+, la version payante de ChatGPT, vous ne pouvez pas encore y accéder. Donc, du coup, par exemple, vous lui donnez une image avec un problème de maths, à peu près écrit correctement, du coup, il va détecter, il va faire de la reconnaissance de caractères. Du coup, il va reconstituer un texte, il va interpréter le texte et il sera potentiellement capable de vous donner la solution. Donc ça, c'est du multimodal. Il n'y a plus qu'une seule entrée possible, le texte, mais il y a plusieurs entrées possibles maintenant, du texte, des images et de la vidéo. Et moi, je n'ai pas encore vu fonctionner à partir d'une entrée vidéo. ChatGPT, il est capable aussi d'expliquer les choses. Moi, je suis en train d'essayer d'imaginer on va dire une méthode pédagogique pour que mon petit dernier qui a 5 ans, qui s'appelle Corentin, et qui est très très curieux et qui sait déjà à peu près lire, à peu près écrire, alors qu'il est en dernière année de maternelle, donc il est en avance par rapport à ses frères et sœurs, et lui, il adore l'informatique. Donc du coup, moi je vais lui… On se demande bien d'où ça lui vient. Mais mes deux premiers ne sont pas comme ça. Moi, je ne les ai pas forcés, hein. Mais lui, il est dedans. Il est à l'aise. En plus, lui, il apprend à construire des maisons avec YouTube. Donc, il tape vidéo construction maison. Donc, lui, il est mûr pour ChatGPT. Et donc, du coup, je vais essayer de lui donner une méthode pour utiliser ChatGPT pour que ChatGPT joue le rôle un peu de tuteur. Alors, quand je vous dis que essayer de mettre au point une méthode, c'est que je vais absolument éviter un écueil, c'est que lui, qui est plutôt un peu en avance, il fasse économie de ses neurones. Parce que ce que j'anticipe, et puis je suis loin d'être le seul, c'est qu'il y a pas mal de gens, un peu comme nous qui ne savons plus lire des cartes parce qu'on repose sur Google Maps, du coup, il y a toute une génération qui économise le fait de réfléchir, puisqu'il y aurait un chat GPT qui réfléchirait à leur place. Et ça, c'est un des vrais, je pense, c'est un des vrais enjeux qu'il va y avoir pour demain, c'est faire en sorte que ChatGPT, ce soit un plus pour la nouvelle génération et pas un outil de substitution à leurs propres neurones. Puis comme on sait qu'il y a des études qui montrent que le QI moyen en Occident a eu tendance un petit peu à baisser ces dernières années, il faut faire un petit peu attention. Et ChatGPT, il est utilisé par exemple aussi dans tout ce qui est call center service client pour analyser le texte des questions qui sont posées par email au service client des sites d'e-commerce, par exemple, pour suggérer des réponses. Donc, ça permettrait à ceux qui passent leur temps derrière les écrans à répondre aux questions qu'on envoie au service client, de gagner du temps, puisque ChatGPT serait capable de comprendre une partie de ces questions et de formuler une réponse. Oui. Non, je pensais qu'il y avait une question. Alors, ces systèmes-là, qui essayent d'interpréter les réponses,
des emails qui sont envoyés au service client, il en existe déjà depuis probablement une dizaine d'années, mais qui marche comme ça. Et ChatGPT, bah là, pareil, permet d'aller un peu plus loin. Moi, ChatGPT, je l'utilise d'abord pour acquérir des connaissances. Des connaissances de tout niveau. Là, je peux lui poser des questions là, sur la physique quantique, puis là, il va me formuler une réponse dans un langage commun qui me soit accessible, mais ça peut être des réponses alors qui paraissent moins techniques, mais en réalité qui le sont peut-être tout autant, comme par exemple comment réparer une machine à laver. J'avais ce sujet-là il y a 2 mois, ma machine à laver était tombée en panne, et je voulais avoir une vague idée de la checklist par laquelle il fallait passer. Cette checklist-là, vous ne la trouvez pas telle quelle sur Internet, c'est ChatGPT qui l'a inventée. Donc, il y a un potentiel d'acquisition de connaissances et potentiellement de compétences aussi derrière qui est intéressante et qui peut même nous intéresser à nous en tant que cadre. Là, je vous invite à utiliser ChatGPT comme un tuteur, un mentor. Il y a des questions un peu difficiles qu'on se pose au quotidien quand on encadre des gens, comme par exemple, comment dire à un collaborateur qui développe un programme d'informatique qu'il fait trop d'erreurs sans le heurter. Et bien là, il me propose quelque chose, un peu une façon d'aborder le problème, comme un collègue qui aurait plus d'expérience en matière d'encadrement que moi pourrait me le proposer. Alors évidemment, là, ce qu'il dit est éminemment critiquable parce qu'il y a 10 façons probablement des 10 façons de gérer, 10 façons différentes de gérer ce problème. Je peux lui demander de régénérer la réponse si ça ne me convient pas, mais c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il peut aller au-delà de la formulation, de la fourniture d'informations entre guillemets simples. Il peut nous permettre d'aller plus loin. Il peut nous permettre aussi, puis je vais synthétiser un petit peu pour qu'on ne déborde pas trop, si par exemple j'ai besoin de lancer une campagne d'emailing, ou vous avez besoin de lancer une campagne d'emailing, comment est-ce qu'on s'y prend? De quels outils on a besoin? On peut lui poser la question. Comment est-ce que je peux lancer une campagne d'emailing? Il va me dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Étape 1, trouver un logiciel. Je peux lui poser une deuxième question. Quels sont les logiciels les plus connus dans le domaine de l'emailing? Question 3, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment paramétrer un logiciel d'emailing? Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment rédiger un emailing qui soit efficace? Est-ce que tu peux m'expliquer les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on rédige des emails? Alors, sur ces sujets qui sont très liés à la techno ou au marketing digital, il est très, très fort. Et pour qu'il soit très fort sur un sujet, parce que du coup, il a fallu qu'il ingurgite en fait pas mal de données dans toutes les sources qu'il a interrogées, il faut que ces données soient en relativement libre accès. Si vous lui demandez, je dis n'importe quoi, par exemple, de résoudre des problèmes de corrosion dans un réacteur nucléaire, alors à moins que ce sujet-là soit particulièrement traité dans la littérature scientifique accessible sur Internet, peut-être qu'il séchera. Mais sur un très grand nombre de sujets communs relatifs au monde professionnel, il est capable de vraiment d'aider les cadres. Sur la partie code à laquelle je faisais référence tout à l'heure, jusqu'à la version 3.5, j'en ai parlé avec des codeurs, et moi je ne suis qu'un codeur très 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 amateur, mais avec des vrais codeurs qui me disent deux choses. Aujourd'hui, la version actuelle, pas la version 4 de GPT, elle est capable de nous aider à aller beaucoup plus vite, mais à condition qu'on ait déjà les compétences. Parce que comme il commet des erreurs ou des approximations, ou que je ne sais plus qui faisait référence tout à l'heure, qu'il il faisait référence à une méthode qui était un petit peu obsolète, il est capable de faire ça. Apparemment, GPT-4 serait beaucoup plus au point que GPT-3 sur ce point-là. Et en tout état de cause, si on projette les choses dans le temps et sans imaginer qu'il y a un saut quantitatif avec GPT-5, GPT-7, GPT-6, GPT-7, il y a le responsable d'une équipe de développeurs en Suisse avec qui j'ai discuté au téléphone qui me disait « Je suis à peu près sûr que d'ici 3-4 ans, le métier de développeur, de codeur aura totalement évolué vers un métier d'architecte technique. C'est-à-dire que le code, il a destination à être généré par ChatGPT ou par ses concurrents,
Et ce que l'on demandera aux développeurs, c'est d'utiliser ces outils-là pour coder le code, pour pondre du code au kilomètre. Mais en revanche, d'imaginer l'architecture technique optimale face à une problématique qu'on leur aura pour le coup posée. Donc les métiers de codeur vont apparemment beaucoup devoir évoluer. Et donc du coup, et peut-être que je vais peut-être m'arrêter là-dessus, je vais voir le temps qu'il me reste. On a encore un peu de temps ou pas, Isabelle? On se fixe combien de temps pour... Jusqu'à 14 h, Raphaël. Jusqu'à 14 h. Avec peut-être si des gens veulent poser une ou deux questions avant de se quitter, mais oui. 20 minutes. Oui, et de toute façon, ils peuvent continuer à les poser au fil de la présentation. Il y a une question qui m'a été posée par la personne qui est arrivée un petit peu en avance, c'est ce qu'était l'intelligence. Parce que souvent, ce qu'on reproche à ces outils, et moi le premier, c'est de ne pas être super intelligent. Après, déjà, on a posé le fait que GPT ne comprenait pas ce qu'il vous racontait. Et, il a beau vous répondre juste très très souvent, pour le coup, il ne sait pas pourquoi il vous répond juste. Et puis si on l'oriente mal, il est capable de nous répondre des choses complètement absurdes, encore plus que ce qu'il ferait spontanément. Et du coup, ça amène en réalité, pour sortir de ce débat, est-ce qu'il est intelligent ou pas, à se poser la question de ce que c'est que l'intelligence et l'intelligence artificielle. Alors, dans les années 50, il y a une définition, moi je trouve, qui est intéressante, qui est sortie. C'est la capacité en fait de réaliser une tâche qui serait normalement réalisée grâce à l'intelligence naturelle, à une intelligence naturelle et en particulier une intelligence naturelle humaine. Moi, je pense que c'est intéressant. Mais alors du coup, qu'est-ce que l'intelligence naturelle humaine? J'ai évoqué en fait mes enfants qui étaient qui étaient en bas âge en fait il n'y a pas longtemps. Et moi, je sais qu'à chaque fois qu'ils ont prononcé leur premier mot, leur première phrase, qu'ils étaient capables de réaliser une tâche un petit peu qui nécessitait un peu de dextérité, à chaque fois qu'ils étaient capables de me fournir une réponse à une question qui n'était pas si évidente que ça, j'étais en admiration devant eux et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont intelligents. Et la maîtrise du langage, c'est une forme d'intelligence. L'art de, comment dire, pas de la réponse, mais de la répartie. C'est une forme d'intelligence qui était valorisée, sauf si je me trompe, pas mal dans les cours de la royauté il y a quelques centaines de siècles. Et en réalité, il y a énormément de formes d'intelligence différentes. Et quand je dis ça, je n'ai pas un discours démagogique. Moi, je valorise par exemple beaucoup l'intelligence des bricoleurs qui savent en fait analyser, décoder le fonctionnement d'un mécanisme, d'une machine et qui savent arriver à trouver une solution pour le coup pour la réparer. C'est une vraie forme d'intelligence qui n'est pas forcément super valorisée dans notre société actuelle, mais c'est une forme d'intelligence. Et donc du coup, j'ai réalisé des recherches et j'ai vu qu'il y avait énormément de formes d'intelligence humaine différentes. Et même si nous, l'intelligence qui est valorisée, c'est la capacité, c'est celle qui se fonde sur une capacité d'abstraction, une maîtrise des mathématiques pour le coup, etc. Ben moi, je dis qu'une machine qui est capable de répondre à mes questions, elle est intelligente. Est-ce qu'elle est aussi intelligente que moi? Est-ce qu'elle est omnisciente? J'en sais strictement rien, mais elle fait preuve d'une certaine forme d'intelligence. Donc du coup, moi, j'ai une approche assez on va dire, très large de la définition de l'intelligence. Et dès lors qu'une machine arrive à se substituer à une tâche qui repose sur une forme d'intelligence ou dans une autre, pour moi, c'est de l'intelligence artificielle. Ceci étant, après, je distingue plusieurs niveaux. Et puis, moi, c'est ma façon de présenter les choses. Hein, c'est très discutable, puis vous avez le droit d'ailleurs de réagir dessus. Pour moi, il y a ce que j'appelle les robots, donc ceux qui manipulent ceux qui sont dans le monde physique et qui réalisent très souvent des tâches quand même relativement bêtes, relativement simples. J'ai l'équivalent que j'appelle les automates de l'autre côté, en haut à droite de mon schéma. Ça va être les systèmes qui reconnaissent les images. Ça va être les enceintes connectées, en fait, jusqu'à présent, en tout cas les générations précédentes, qui arrivaient à décoder les mots que je prononçais
à les traduire en texte et à interroger une base de données pour me renvoyer une réponse qui était souvent basique. Ça va être aussi les anciens chatbots qui ne fonctionnaient pas très bien. Ça va être aussi les systèmes de reconnaissance de masse, comme par exemple, j'ai indiqué la petite photo qui présente des Chinois qui se présentent à un portique dans le métro en Chine et qui permettent du coup, de surveiller un petit peu tout le monde. Et là, on est sur des tâches qui nécessitent de l'intelligence, mais pas forcément un niveau d'intelligence élevé. Au-dessus, pour moi, il y a ce que j'appelle les agents intelligents, en tout cas ce que l'on appelait les agents intelligents dans les années 90, là qui sont capables de jouer avec des problématiques un peu complexes, avec des paramètres un petit peu riches pour fournir des réponses ou des réactions plus évoluées que simplement de désigner par exemple le fait qu'il y a un homme, une femme qui sourit ou pas sur une image et qui soit capable de fournir des réponses un peu complexes pour le coup et un peu longues. Si on connecte ces agents intelligents, on débouche pour moi sur des architectures d'agents intelligents. Donc, on imagine qu'il y ait un agent intelligent qui soit capable de traiter de façon automatique, par exemple, les réponses des clients. Un autre qui soit capable d'analyser les commandes des clients dans leur ensemble pour dégager des tendances. Un autre qui soit capable d'aller surveiller ce que fait la concurrence et puis de synthétiser ce que fait la concurrence. On imagine que ces différents agents se parlent entre eux et arrivent à collaborer. On débouche sur des architectures d'agents intelligents, donc qui commencent à se rapprocher de ce qu'un humain qui est capable de connecter de façon un peu bizarre différents signaux pourrait faire. Et plus on a de petits agents qui se connectent, qui enrichissent cette architecture-là, pour le coup, plus on se dirige vers ce que l'on appelle l'AGI, l'Artificial General Intelligence, donc l'intelligence artificielle générale, qui serait l'équivalent de l'intelligence d'un homme, qui est capable en fait de réagir, en fait, qui cumule en fait différentes formes d'intelligence, qui connaît un certain nombre de sujets. Et donc, du coup, là, on arrive à un niveau où l'intelligence artificielle, pour le coup, serait aussi intelligente, entre guillemets, qu'un homme. Après, comme on n'a pas tous le niveau d'intelligence et les mêmes formes d'intelligence, la définition de l'AGI n'est pas si évidente que ça. Et il y a une vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'un jour, on l'atteindra? Il y a une des éminences grises de Google qui disait de mémoire en 2011 que l'AGI, on l'atteindrait en 2027. 2027, ça commence méchamment à se rapprocher. On n'en est pas encore tout à fait là. Quoique, avec GPT, encore peut-être 3-4 itérations sur ce concept-là ou l'arrivée d'une nouvelle approche technique, pour le coup, pourquoi pas? Et il y a on va dire des prophètes de l'intelligence artificielle, parce que là, on est plus dans le domaine de la croyance que dans le domaine de la prospective, qui disent qu'un jour, l'intelligence artificielle aura atteint un tel niveau qu'elle nous sera alors complètement étrangère et complètement supérieure. Et là, on aura atteint le niveau de la singularité. Donc, il y a des gens qui croient vraiment pour le coup à cela, alors que du point de vue scientifique, c'est pour le moins très discutable. Bon, bref, en tout cas, jusqu'ici, on était pour moi, l'IA, c'était surtout de niveau robot et du niveau automate. Et avec ChatGPT, on commence à se rapprocher de ce que j'appelle les agents intelligents, donc qui sont capables de traiter des situations un peu complexes. Pour l'instant, ChatGPT n'en est pas encore là. Il est capable d'analyser de façon ponctuelle des choses un petit peu plus compliquées, mais d'analyser des choses complexes, c'est un petit peu plus difficile. En tout cas, on peut compter sur lui pour commencer à automatiser une partie des tâches qui n'étaient pas automatisables, pour commencer à analyser des données plus complexes qu'avant, et au final, nous permettre d'augmenter nos compétences. Donc, par exemple, n'importe lequel d'entre vous peut devenir, alors pour reprendre l'exemple de l'emailing, un mini spécialiste de l'emailing en se faisant former par GPT ou coaché au quotidien par ChatGPT. Vous pouvez aussi apprendre à rédiger, par exemple, vous pouvez lancer des campagnes publicitaires dans Google ou dans Facebook. Vous savez, on est submergé de pubs dans ces outils-là. Sauf que pour la pub fonctionne, il faut que la campagne soit structurée d'une certaine façon, il faut qu'on choisisse les bons visuels et surtout qu'on utilise les bons mots, les bonnes accroches commerciales. Et ça, c'est tout un art, c'est tout un savoir-faire. C'est celui du copywriting. Et ben, vous demandez à ChatGPT de vous rédiger une annonce, par exemple, pour, je ne sais pas, assurer la promotion de t-shirts, de logiciels
ou je ne sais pas, de service de nettoyage en entreprise, ChatGPT vous le fait en un tour de main. Et donc, du coup, c'est là où ChatGPT peut vous aider à augmenter, pour le coup, vos compétences. Et la vraie question que je me pose aujourd'hui, sachant que moi, qui ai un petit peu de recul sur l'IA et qui ne fantasme plus trop, moi, je suis un fervent partisan, mais j'ai tendance à être très prudent, c'est que autant je suis convaincu que ChatGPT représente en fait sinon une révolution, une nouvelle limite technique qui a été franchie. Ma grave question, c'est est-ce que ça va nous permettre d'augmenter notre productivité de 1%, de 2%, de 3%, de 4%, de 5%, dans un contexte où moi, qui aime bien l'informatique, j'ai pas pu faire autrement que de constater que statistiquement, l'informatique n'a pas permis d'augmenter la productivité. Je ne sais pas si vous êtes tombé sur ces études qui disent qu'en Occident, la productivité quasiment stagne depuis 30 ans. Alors que ça coïncide avec le moment où l'informatique s'est répandue un petit peu partout. L'informatique qui devait nous permettre de gagner du temps, moi, j'ai le sentiment qu'elle a plus permis, elle nous a plus contraints à revoir la façon dont on travaillait, dont on échangeait, dont on communiquait, dont on achetait, dont on assurait la promotion des produits, plutôt que de nous permettre de gagner vraiment en productivité. Sinon, j'imagine que notre société serait beaucoup plus productive. Là, moi, je pense que ChatGPT et l'intelligence artificielle en général, ça correspond à une phase de maturité de l'informatique qui va nous permettre de gagner un peu ou beaucoup en productivité. Et je pense que ça peut être assez intéressant. Et notamment, moi, si je le connecte, j'ai lancé ce débat-là sur LinkedIn. Si cette génération d'outils-là nous permet effectivement d'augmenter la productivité, est-ce que ça représente une partie du réponse au problème des retraites? Le problème des retraites, il est lié au fait qu'il y a de plus en plus de vieux. Moi, je vais être vieux bientôt. Et je vais être à la retraite dans, je ne sais pas, dans 10 ans ou dans 15 ans. Et en plus, les vieux, ils vivent de plus en plus longtemps. Donc, du coup, forcément, il y a un déséquilibre. Alors après, le gouvernement a sa réponse et les opposants ont une autre réponse. Moi, je dis, tiens, il y a peut-être un autre petit bout de réponse, c'est de faire bosser les ChatGPT à notre place pour continuer à produire autant que s'il y avait autant de gens sur le marché du travail, pour qu'ils produisent de la richesse qui nous permettra de financer les retraites. Alors, c'est une connexion que vous ne retrouvez pas en fait dans la plupart du temps en fait dans la presse, mais c'est un vrai sujet. L'intelligence artificielle, je vous conseille vivement, Raphaël, d'aller très vite à l'Élysée. La semaine prochaine, vous êtes Premier ministre. Hein. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, moi, comme je suis honnête et prudent du point de vue intellectuel, je dis c'est un petit bout de la réponse, peut-être. Et donc, du coup, à la fois au quotidien, ces outils-là sont susceptibles de jouer le rôle d'assistant. Hein. On a déjà des assistants qui s'appellent nos téléphones mobiles. Il va y avoir un nouvel assistant à l'intérieur de l'assistant qui nous permettra de répondre encore plus vite à des réponses ordinaires, qui nous fournira des réponses synthétiques. Demain, c'est peut-être un an ou deux, hein, c'est pas dans 10 ans, qui sera capable de nous formuler des recommandations en termes d'achat, des conseils très personnalisés s'il accède à nos données personnelles. Et ça pose un autre problème, les données personnelles. En tout état de cause, ça commence déjà à être utilisé pour le service client. Pour l'envoi de messages de suivi de commandes. Et puis, comme je vous le disais, pour moi, c'est surtout à un moment donné où, moi, je l'ai vu avec mes 3 enfants, hein, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'éducation nationale, ce n'est plus ce que ça a été dans les années 70 et 80 quand je suivais mes études. Et ça peut être, entre guillemets, un palliatif à ces faiblesses-là. Et puis, du point de vue professionnel, ça, j'en ai déjà parlé, ça peut plus que nous aider et pas juste à des niveaux basiques. Ce qui pose, du coup, et puis là, je vais passer très vite là-dessus, des problèmes au sein des entreprises en termes d'organisation. C'est qu'il va falloir organiser la collaboration entre les humains et ces agents enfin un peu intelligents, ce qui nous conduira peut-être à revoir les process et ça aura probablement un impact sur la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc là, je vais passer vite parce que, hop, on n'a plus le temps, mais il va falloir en fait voir quelles sont les stratégies que l'on adopte pour aider les gens à s'adapter, au premier rang desquels les professions qui sont les plus directement concernées par ChatGPT, donc celles que je liste ici, parce que là, on voit que dès maintenant, pour le coup, il y a des choses qui commencent
a changé de façon significative. Maintenant, et pour conclure tout ça, derrière ChatGPT, qu'y a-t-il? C'était une association OpenAI à but non lucratif, dont l'objectif, qui a été fondé par 4 personnes, dont Elon Musk, qui a quitté il y a 3 ans, je crois, et Sam Altman qui est resté, et qui était censé faire profiter à l'humanité des bienfaits de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé, que vous évoquiez tout à l'heure, du changement climatique, de l'éducation, et de là où l'IA pouvait être utile. Ça a été doté d'un fonds de 100 millions de dollars assez rapidement, sauf qu'en 2019, OpenAI est devenue une société, pour le coup, comme les autres, et qui vient de quasiment se marier avec Microsoft, et qui ne diffuse plus en open source ses découvertes, ce qu'elle faisait jusqu'en 2018, mais qui les garde pour elle. Et donc, du coup, on a un nouveau sujet de souveraineté, hein. On a perdu la bataille des moteurs de recherche, des systèmes d'exploitation, des réseaux sociaux, puis en partie de la publicité en ligne, parce que qui dit publicité en ligne dit Google et Facebook surtout. Et on n'a pas perdu celle des LLM, des Large Language Models, qui font tourner les GPT. Et la bonne et ça se situe aussi dans un contexte où ça n'est pas la machine qui, sur base d'informations objectives, nous répondrait, mais parce qu'on lui a bien appris que ça, c'était la bonne réponse et ça, c'était la bonne réponse. Donc, par exemple, quand on lui demande si la Terre est plate, normalement, les gens qui ont entraîné GPT disent « bah non, elle n'est pas plate, hein, ce n'est pas la bonne réponse ». Mais comment on lui dit quand on lui demande comment faire du détournement de mineurs, je ne sais pas si on voit bien, là, l'intelligence artificielle refuse de nous répondre. Les GAFAM abusent-ils du lobbying? Ah non, dans ce cas-là, le lobbying, il est légitime, selon ChatGPT. Mais si on lui demande si la Chine abuse de lobbying, il me dit, bon, c'est légitime, mais quand même, elle abuse un peu. Ah bah ça, c'est marrant, il y a 2 poids, un petit peu 2 mesures. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des technologies, alors que normalement, développer une techno concurrente de celle d'OpenAI, c'est très, très cher, très intense en neurones, en fait, en compétences techniques, et ça demande un matériel qu'on n'a pas forcément en France. Bonne nouvelle, il y a un modèle concurrent en open source qui a été développé, qui s'appelle Bloom. Donc ça, c'est le concurrent direct en termes de techno de ChatGPT. Et on en a des plus légers qui pourraient tourner sur des petites machines qui sont en open source, comme Llama de Facebook. Et on a même une société française qui s'appelle Lighton, qui a développé un système à peu près aussi costaud que ChatGPT et qui n'est pas, pour le coup, en open source. Donc l'avenir n'est pas écrit et on a plein de défis qui s'opposent à nous, et notamment peut-être les grandes entreprises comme vous ont intérêt à investir dans les LLM, mais pas forcément en utilisant ChatGPT, parce que ChatGPT va vous espionner un petit peu quand même. Je pense que vous qui êtes dans la défense, vous savez que les services de renseignement américains à qui doivent rendre des comptes les entreprises technologiques américaines, du coup, sont sur le coup. Et probablement qu'un des avenirs possibles, c'est que vous utilisiez les LLM, des LLM privés que vous auriez développés sur base de logiciels open source pour, du coup, pour en avoir les avantages et pas les inconvénients. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Raphaël. Est-ce que éventuellement il y aurait une ou 2 questions dans le public? Sinon, peut-être une conclusion. Donc, ChatGPT, c'est bon, pas d'inquiétude, une utilisation en bonne compréhension et en conscience. C'est plus un allié, donc en faire plus un allié qu'un concurrent. Ah moi, c'est comme sur toutes les technologies, j'essaye d'identifier. Alors, j'essaye de comprendre la façon dont elles fonctionnent pour comprendre là où elles vont m'être utiles et là où elles vont essayer de me piéger. Moi, j'ai toujours les 2 mêmes réflexions en parallèle. Et puis, comme je suis optimiste, forcément, je vais peut-être plutôt essayer d'expérimenter avant que ce soit d'autres qui expérimentent à ma place et qui prennent de l'avance, et tout en gardant quand même dans le rétroviseur les écueils potentiels. Alors, une question pratico-pratique. Je viens de l'avoir passée. Attendez, je la remets. Quels sont les sites gratuits pour accéder à ChatGPT qui fonctionnent correctement? Ah alors, à ma connaissance, ChatGPT, alors juste un petit instant. Si. ChatGPT, vous y accédez en allant sur chat.openai.com. Le matin, souvent, ça fonctionne mieux que l'après-midi.
quoique. Et là, du coup, vous avez cette interface-là. Normalement, tous ceux qui vous promettent du chat GPT autre que sur donc, le site qui est openai.com, normalement, ce sont un peu des menteurs. Parce que soit ils utilisent quelque chose de complètement différent, soit ils vous font payer alors qu'ils utilisent le même système. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas 50 façons d'y accéder. Si vous voulez y accéder, on va dire, quand c'est un peu encombré, bah là, il faut passer par la version payante. Ou alors, vous avez une autre possibilité. Alors, un petit instant, je vais vous donner le… hop. Pardon, si, voilà, c'est www.openai.com. Vous allez sur openai.com. Vous cliquez sur le menu en haut, l'élément de menu Product, s'il veut bien se déplier. Vous cliquez sur Overview, donc openai.com, Product, Overview, et ensuite vous cliquez sur le bouton Get Started. Get Started, ça ne vous donne pas accès à la même interface que ChatGPT, ça vous donne accès à l'interface des professionnels. Et ça, normalement, c'est un service payant. Mais lorsque vous ouvrez votre compte, il vous donne 5 $ de crédit. Pour vous donner une idée de la vitesse à laquelle ces 5 $ partent, à chaque fois que vous posez une question, ça va vous coûter, dans ce gros formulaire-là, ça va vous coûter 1 centime ou 2 centimes. Donc, du coup, normalement, vous avez de quoi jouer pendant un petit moment. La limite de ça, c'est que les 5 $ seront valables seulement, ils seront périmés, ils sont à dépenser en 3 mois. Dans 3 mois, votre période d'essai, entre guillemets, sera terminée. Donc, il faudra utiliser un autre numéro de téléphone pour recréer un autre compte gratuit parce qu'il y a une validation par numéro de téléphone et repartir encore sur une période de 3 mois avec 5 $ de crédit. Pour moi, c'est le plus facile et c'est le plus sûr. Et ça fonctionne tout le temps. Voilà, une réponse très, très concrète. Merci beaucoup, public en délire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été présents. Il est temps pour vous d'aller utiliser votre intelligence naturelle au service de cette belle entreprise. Merci beaucoup à vous pour votre présence. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour une autre proposition. Vous restez avec nous quelques instants, Raphaël. Bien sûr. Merci beaucoup à vous. Au revoir à tous. Merci.